Et moi, c'est Christopher Chaco, je suis journaliste indépendant. Dans ma double vie, je suis aussi correspondant pour les Amis de Monde Diplomatique à Montréal, au Canada. Et d'ailleurs, les Amis de Monde Diplomatique viennent d'être relancés cette année au Canada. Mais remercions également à M. Jean Huroy qui est ici avec nous dans la salle pour nous avoir accueillis aussi et nous avoir réservé cette salle à l'UQAM grâce à l'école des médias aussi. Donc c'est quoi les Amis de Monde Diplomatique? C'est un regroupement de lecteurs, d'abonnés de Monde Diplomatique, du journal de Monde Diplomatique. Et l'idée c'est vraiment de réunir les lecteurs et les abonnés du journal. Et ça a été fondé dans les années 90 et ça fait partie aussi de son modèle d'affaires. Donc grâce à nos contributions annuelles, on participe à maintenir l'indépendance éditoriale du Monde Diplomatique. On participe aussi à assurer la pérennité aussi de son modèle d'affaires. Les Amis du Monde Diplomatique, à travers les activités qu'on organise, telles que cette conférence aujourd'hui, participent aussi, visent à véhiculer les idées et les valeurs aussi qu'incarne le monde diplomatique, à savoir un journalisme engagé, un journalisme qui porte un regard critique sur l'actualité, sur le monde. Et ces derniers temps, le monde diplomatique cherche aussi à accroître sa présence au Canada, au Québec. Donc on participe à ça. On a eu une présence aussi au Québec pendant des années, mais à cause de la pandémie, je sais qu'il y a certains aussi parmi vous qui ont participé ou qui ont été impliqués aussi dans les activités des Amis du Monde Diplomatique par le passé. Et donc là, cette année, on relance, on cherche à donner un nouvel élan aux activités des Amis. L'idée, c'est vraiment de favoriser des échanges avec les lecteurs du Monde Diplomatique et le grand public. Donc si cela vous intéresse, je vous invite vivement de venir me voir aussi, et venir voir aussi mes amis. Il y a Mathieu, Miro et d'autres membres des Amis de Monde Diplomatique au Canada. Je vous invite vivement de venir me voir si vous voulez nous donner aussi un coup de main dans l'organisation d'autres conférences, d'autres événements à venir. Donc c'est quoi l'objectif de cette conférence qui porte sur la fin du monde? C'est vraiment facile de se retrouver déboussolé, déprimé face à la marche du monde. Moi je suis beaucoup l'actualité, donc ça me déprime. Le pouvoir outrancier des multinationales, les entreprises, le changement climatique, les guerres évidemment, les guerres partout, les crispations identitaires, la défiance aussi, la méfiance envers nos institutions démocratiques, donc la méfiance aussi envers les médias, et l'angoisse existentielle que suscitent tous ces problèmes-là. Donc comment agir dans un monde en polycrise? Et donc on a un de nous et notre invité de ce soir qui n'a pas besoin vraiment d'une présentation, philosophe et auteur entre autres de Noir Canada et Mœurs, de la gauche cannibale à la droite vandale. Alain Deneau a aussi beaucoup contribué au monde diplomatique. Il avait publié ces dernières années des textes sur l'entreprise totale, sur la question du management, de la gestion, les partis pris identitaires, les paradis fiscaux, la mondialisation encore sur ce qu'il appelle l'organisation coloniale du capitalisme canadien, autrement dit l'industrie extractiviste en Amérique latine et en Afrique. Il est aussi professeur de philosophie au campus de Shipyard de l'Université de Montréal. Et puis, on va s'enchaîner tout de suite après l'intervention. Je vous invite aussi à préparer vos questions et vos commentaires, et puis on va ouvrir la salle pour une discussion tout à l'heure. On aura beaucoup de temps pour s'échanger. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'ai combien de temps? 1h30. Okay. Merci beaucoup de la présentation. Effectivement, j'ai eu la chance de faire quelques contributions au monde diplomatique et en préparant la présentation, je me suis demandé si je ne ferais pas une sorte de slalom justement entre tous les thèmes. Et puis ça aurait donné lieu à quelque chose d'assez décousu. Alors je vais aller au fond des choses et je vais commencer par le thème de la déprime. En disant qu'au fond c'est peut-être le point commun à tous ces textes. Mais j'aimerais en fait qu'on s'y arrête justement à un enjeu qui est de plus en plus évoqué maintenant, qui est central.
que je ne vais pas tout de suite nommer de trop près, mais qu'on pourrait qualifier de trouble. Donc un trouble psychique quoi, qui concerne l'histoire contemporaine, la vie publique, les affaires du monde, l'écologie. Bon, et je voudrais insister sur ce qui me semble être en ce siècle la question des questions, qui est l'enjeu écologique lui-même, qui concerne le vivant et qui est la condition de toute chose. Je voudrais qu'on s'entende tout de suite sur une appréhension de la question psychique contemporaine et sur une thématisation. Partons de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. C'est un terme que je vais essayer de complexifier. Disons-nous un certain nombre de choses d'entrée de jeu. L'anxiété dont il est question, à peu près comme toutes les questions concernant les humanités, les sciences sociales, les sciences humaines, en lien avec l'écologie, sont souvent l'œuvre de chercheurs qui ne s'y connaissent pas dans les disciplines auxquelles ils s'intéressent soudainement. Je ne sais pas si vous avez en tête l'affaire Sokal-Bricmont. C'est l'affaire d'un canular qui a été fait il y a quelques 25 ans, à savoir que des chercheurs en sciences exactes en avaient assez de voir les philosophes français, les intellectuels français, piocher dans les sciences exactes pour se donner des métaphores de façon à se gargariser de mots dans des textes qui se voulaient, ma foi, assez libres. Bon, et on fait un canular comme ça dans une revue de Cultural Studies pour montrer qu'on pouvait vraiment écrire n'importe quoi. Puis après ça, le canular avait été révélé, puis il y a eu toute une série de textes pour dénoncer la façon dont en sciences sociales, on puise dans les sciences exactes pour forger des métaphores alors qu'on ne comprend rien aux théories d'origine. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit un Sokal-Bricmont à l'envers. C'est-à-dire que je ne cesse de constater le nombre de climatologues, de biologistes, d'épidémiologistes et quoi encore, qui tout d'un coup veulent donner du sens à leurs recherches, veulent donner du sens à leurs résultats et se mettent enfin à, au fond, puiser dans les sciences sociales, dans les humanités pour aller plus loin. Et ils se mettent à faire de la sociologie, de l'éthique, de la pensée politique, de l'histoire et quoi encore. Ce qui a fait dire à Christophe Bonneuil ou Jean-Baptiste Frézos dans l'événement d'Anthropocène qu'on est aujourd'hui quant aux enjeux environnementaux, écologistes, climatiques, ainsi de suite, en présence d'une sociologie sans sociologue, d'une histoire sans historien, d'une psychologie sans psychanalyste ou psychologue et d'une philosophie sans philosophe, quoi. Bon, ainsi de suite, parce que très souvent, c'est dans les sphères même de la recherche exacte qu'on s'ingénie à donner du sens aux recherches sans nécessairement pour le meilleur et pour le pire, je vous dirais, parce que dans ces moments-là, il peut y avoir des petites trouvailles auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé quand on est dans le domaine, mais aussi de l'errance. Bon. Et il en va ainsi du terme anxiété. Le terme anxiété qu'on utilise pour parler d'éco-anxiété ne me semble pas provenir de champs où on s'y connaît bien. Et du coup, ce type de vocabulaire-là peut nous faire errer du moment qu'on entame les choses de la mauvaise façon. Et je ne dis pas que moi je suis un spécialiste, mais j'ai quand même essayé de revenir sur un certain nombre de termes, qu'on fasse une étiologie, quoi, des affects liés à la crise écologique qui soient un petit peu plus fondés, quoi, qui soient plus adaptés et adéquats à la situation historique dans laquelle nous sommes. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Et déjà, je partirai en disant que, et ça c'est pas lié à l'analyse, mais c'est lié plus à un phénomène sociologique, que lorsque on cite des affects, à renfort de termes cliniques, dans l'opinion, souvent, on donne l'impression qu'on parle de gens qui sont malades. Voilà, des gens qui sont malades, parce que voilà, ils sont anxieux. Anxieux, c'est une pathologie. Bon, l'angoisse aussi. Et puis donc, c'est eux qui ont un problème. Et on parle beaucoup aujourd'hui de l'éco-anxiété comme étant une chose qu'il faut soigner. Bon,
c'est malade dans la tête, quoi. Il est éco-anxieux. Bon. Et j'ai même vu un livre pour enfants qui s'intitule, on a un petit personnage bravache, là, qui dit « L'éco-anxiété ne passera pas par moi. » Non. Bon. Eh bien non. Non quoi? Je postule déjà deux choses. D'abord, partons de là, éprouver de l'éco-anxiété, ou ce que je vais plutôt appeler de l'éco-angoisse, je vous expliquerai pourquoi, est un signe de santé mentale. Bon, c'est être sain d'esprit que d'être mal face à tout ce qu'on entend. Et c'est surtout un problème qu'il faut régler, comme s'il fallait l'étouffer, le médicamenter, l'engourdir, l'anesthésier, le refouler. C'est un problème qu'il faut assumer, hein, et c'est un problème de santé mentale. De la même manière que si un jour vous marchez dans la forêt, vous vous croisez, vous êtes nez à nez soudainement avec un grizzly en colère, je vous recommande d'avoir peur. C'est une bonne idée. Bon, c'est une bonne idée, en fait, d'éprouver, d'être en phase avec une émotion qui est justifiée. Aussi, l'anxiété ou l'angoisse relative à l'enjeu écologique n'est pas un problème individuel. C'est un enjeu, disons, de santé publique. En tout cas, c'est un enjeu public. Je ne sais même pas si c'est un enjeu de santé, mais c'est un enjeu public. Alors, ça n'a aucun sens de dire un tel, il est éco-anxieux, une telle, elle est angoissée. Bien sûr qu'il y a des degrés. Bien sûr qu'il y a des gens qui le sont plus que d'autres. Il y a peut-être des gens qui sont effectivement paralysés plus que d'autres. Mais il est à souhaiter qu'on reconnaisse que nous sommes dans le même bateau par rapport aux enjeux qui nous touchent et que, à un titre ou à un autre, je vais expliquer un peu en quoi, nous éprouvons des affects collectivement. Hein, que c'est un enjeu public et donc il est question ici qu'il n'y aura aucune raison d'administrer individuellement. Bon. L'important avec les troubles psychiques liés à l'écologie, c'est d'y passer. C'est-à-dire d'en sortir. C'est-à-dire de ne pas s'y stationner, de ne pas s'y complaire. S'identifier à l'anxiété serait une impasse. D'ailleurs, le grizzly tout à l'heure, quand on a peur, c'est pour agir. On court, on se dissimule, c'est sûr, on réagit. Bon, la peur, à ce moment-là, est moteur. Et c'est ainsi qu'il faut l'envisager. Et ce que j'aimerais, moi, pointer, c'est au moins, il y en a une infinité, hein, vous en parliez, mais on peut dire 5 raisons, au moins 4-5 raisons d'être aujourd'hui mal en son temps. Et puis on peut déjà essayer de les nommer pour toucher le fond. Après ça, l'idée, ça sera de rebondir. Bon, mais au moins, de passer à travers ce moment de trouble qui caractérise notre rapport au temps. Bouleversement climatique. Les bouleversements climatiques sont infiniment préoccupants. Et ils le sont d'autant plus qu'on comprend bien de quoi il en retourne. On peut dire techniquement que le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que depuis le début de l'ère industrielle, avec la première machine à vapeur qui a été brevetée, la température moyenne mondiale augmente et qu'elle que cette augmentation s'explique par cette production d'un manteau de poussière, le dioxyde de carbone, qui contient la chaleur provenant des rayons du soleil, plutôt que de les réfléchir. Bon, ça c'est... Mais plus encore, on sait, et ça je pense que rien ne vous apprendre, c'est plus pour en prendre la mesure, que le réchauffement climatique est synonyme d'une multitude de problèmes graves. 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés, 2,5 degrés, 3 degrés, 3,5 degrés. Regardez qu'est-ce que ça veut dire, plus ça augmente, ça veut dire des canicules, ça veut dire la fonte des glaciers, ça veut dire la montée du niveau des eaux, des inondations, l'érosion des côtes, ça veut dire des canicules meurtrières qui nuisent à l'agriculture, des incendies de forêt, ça veut dire des ouragans, des tornades, des variations de température comme on en a connu dans la ville de Lytton, en Colombie-Britannique, il y a 3 ans, où il a fait 50 degrés l'été, moins 50 l'hiver. L'été, la ville est passée au feu. L'hiver, il y a eu entre-temps des éboulements, des inondations, il n'y a rien qu'il n'y a pas eu, puis à la fin, c'était un froid lunaire. Il y a eu
bon, on n'avait jamais vu ça, ça s'est passé ici, les incendies de forêt qu'on a eu l'an dernier, qui sont en dormance parce qu'on a eu fort peu de neige, et qui à tout moment peuvent reprendre dès qu'il va se mettre à faire chaud cette année, on le sait déjà, ils n'ont pas vraiment été éteints, je ne connais pas trop le phénomène, mais voilà, et les pluies de verglas, hein, et quoi encore? Donc ça c'est ce que nous annonce le siècle. Bon, c'est troublant, mais ce qui est encore plus préoccupant, je dirais, si on comprend la mesure du phénomène, c'est qu'il est autonome et exponentiel. J'insiste vraiment là-dessus, il est autonome et exponentiel, ce phénomène. C'est-à-dire que nous, modernes, nous, occidentaux modernes, avons fini par nous attribuer le mérite de tout, y compris des pires horreurs. Nous nous sentons les responsables de tout et nous avons l'impression que si nous provoquons le mal, nous pouvons aussi, au fond, défaire ce que nous avons fait. Nous avons l'impression d'être capables donc, de produire une réversibilité puisque nous serions la cause de tout. Bon, bien sûr que ce n'est pas seulement le sujet humain qui est en cause avec l'anthropocène, hein, c'est le moment où l'anthropos devient en quelque sorte dominant parmi les autres espèces au point de détériorer l'habitat naturel. C'est pas simplement ça qui est en cause, c'est des classes sociales déjà, des décideurs, des gens plus responsables que d'autres, qui sont à l'origine d'un phénomène qui se traduit par le fait que le système Terre est détraqué. Et il est détraqué d'une manière autonome. C'est-à-dire que ça, on a été capable de le détraquer, mais il produit par lui-même aujourd'hui le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on arrête tout, on va dans nos caves, on mange de la luzerne pendant 8 ans, puis on ne fait rien d'autre, on n'a aucune trace sur le... Et ça va continuer quand même, peut-être à un rythme autre. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de ralentir la cadence, mais ça va continuer quand même. Parce que, ne serait-ce qu'il y a plusieurs façons de l'expliquer, ce n'est pas trop mon champ, mais on peut au moins comprendre que si les surfaces d'albédo se réduisent, c'est-à-dire les surfaces glaciaires réfléchissantes, pour donner place à des étendues océaniques plus foncées, à ce moment-là, ces étendues d'eau captent la chaleur du soleil et la contiennent davantage que lorsque jadis, à l'état glaciaire, les rayons étaient réfléchis. Et du coup, ça entraîne une accélération du processus par lui-même, une montée des eaux, une augmentation des températures moyennes, donc plus de canicules, donc plus d'incendies de forêt, donc moins de puits de carbone, qui contiennent naturellement le CO2, plutôt que de l'envoyer par tonnes dans l'atmosphère, jusqu'à ce qu'un jour, le pergélisol, c'est-à-dire une croûte glaciaire qui contient naturellement du méthane depuis des millions d'années, se fissure et libère ce méthane, qui est un gaz à effet de serre infiniment plus redoutable que le CO2. Et donc, c'est parti. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on est, quelque sorte, abonné à ce théâtre-là. Nous traverserons ces épreuves-là. Et effectivement, c'est proprement vertigineux. Bon, donc, l'enjeu est de cette nature-là quant au réchauffement climatique. Ça, c'est le premier point. Là, je vous assure, on va se déprimer là, bien comme il faut. On va s'admettre que ça va mal et ensuite, on va voir comment on rebondit. Bon, mais on peut comprendre, au fond, qu'est-ce qui est en cause ici. Le deuxième point, c'est la perte de biodiversité. La perte de biodiversité, elle est conséquente à ce dont je viens de parler. Et elle est aussi, s'explique aussi par les pesticides, par les produits chimiques, par tout ce qu'on jette dans l'atmosphère, par la déforestation, par la pollution des eaux, et là, moi je dirais, il y a des moments où on pense que l'histoire va s'arrêter. C'est un peu de travail en journalisme. Moi j'ai l'impression parfois que quand dans l'histoire du journalisme, quand tout d'un coup une information sort, j'ai l'impression que c'est tellement énorme que tout va s'arrêter. Quand j'ai su, c'était en 2019, je crois, l'IPBES, qui est une instance de scientifiques soutenue financièrement par les gouvernements sur la question de la diversité du vivant, nous a appris qu'à terme, 1 million d'espèces étaient menacées. 25% des espèces à terme menacées, si on n'arrête pas, si on continue comme ça. On ne répond de rien, rendu là, la chaîne alimentaire universelle, on ne sait pas du tout comment les espèces vont réagir et qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence. C'est juste foudroyant. Moi, j'étais sûr qu'on arrêterait là, comme on a arrêté pour la COVID, mais non, après, il y avait la vedette, puis les informations sportives, là, on continuait, ça continuait. Comme si on pouvait continuer après avoir entendu ça. Ça continue. On radote, comme d'habitude, puis on l'oublie même. Bon. Mais c'est terrible, ça, c'est terrible pour l'agriculture, déjà. C'est terrible. Mais allons sur un autre champ. C'est terrible en matière de santé publique.
Ça a des conséquences aussi directes. Peut-être qu'il faut être égoïste pour s'en soucier, mais ça concerne notre espèce aussi. Déjà entendu parler de la COVID-19? Bon, j'ai des théories là-dessus, mais Serge Morin est l'un de ceux qui estiment que c'est une zoonose. Bon, comme il y en a eu beaucoup depuis des années, zoonose. C'est-à-dire que c'est une maladie qui provient des autres espèces animales auxquelles nous sommes exposés et face auxquelles nous devenons vulnérables. Il y en a eu beaucoup plus que d'habitude, qu'avant, depuis les années 1970, des zoonoses, Zika, H1N1, Ebola, SARS, et j'en oublie. Il y en a eu énormément, tellement qu'aujourd'hui, sous l'égide de l'ONU, des vétérinaires, des vrais vétérinaires, je ne dis pas ceux qui soignent nos chiens et nos chats, là, mais des vétérinaires dans la discipline de la santé des animaux, là, des vétérinaires et des médecins ont commencé à travailler sur le principe d'une seule santé. Il y a une santé, il n'y a pas juste la santé des animaux, notre santé, il y a une santé. Pourquoi? Parce que la perte de biodiversité nous fait perdre cette espèce de zone tampon qu'il y avait entre nous et les autres espèces. Et nous sommes devenus de plus en plus vulnérables aux maladies qui circulent parmi les autres espèces animales. L'exemple qui est donné par Serge Morin est très parlant, c'est celui de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est une bête qui a un système immunitaire du tonnerre de Dieu. Elle a des parasites autant comme autant. Elle résiste, ça ne le dérange pas, c'est son compagnonnage, elle vit avec ça. Mais, comme nous, sauf quand elle est stressée. Quand elle est stressée, quand on la prive de sa forêt, c'est un motif de stress, ça, quand on la met sous pression, et là, tout d'un coup, elle devient sensible aux éléments pathogènes qu'elle porte, règle générale, et on en trouve des traces dans ses déjections, dans sa salive, là, ça passe par d'autres espèces, et ça peut éventuellement se retrouver à atteindre les porcs, dans des porcheries industrielles, par exemple, puis comme les porcs ont un code génétique à peu près comme le nôtre, bien là, on a un cocktail idéal. Et ça a fait dire à l'IPBES que le 21e siècle était annonciateur d'une épidémie de pandémie. C'est leur expression, c'est pas la mienne. La COVID-19, c'est la bande-annonce. Et que donc, nous sommes, en quelque sorte, vulnérables par rapport à des transmissions beaucoup plus qu'avant. Avant, il y avait paradoxalement plus de maladies, mais plus d'espèces et plus de protection. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus exposé. Et celle qui a bien travaillé là-dessus et qui a donné la parole à Serge Morin, c'est Marie-Monique Robin dans son livre et son documentaire « La fabrique des pandémies ». Les enjeux, les motifs d'angoisse et de vertige viennent aussi du fait de la conjoncture industrielle. Et là, on n'est pas nécessairement dans l'écologie, mais il faut simplement dire qu'à titre de mutation, la question des énergies se pose. Parce que nous avons comme collectivité une sacrée cure de désintoxication à faire, puisque le pétrole viendra à manquer. Bon, le pétrole viendra à manquer, c'est fini les scènes là, de Tintin en Amérique, où voilà, ça nous pète au visage, puis il y a un puits comme ça qui est, abondant pendant des années. C'est une cuve géologique naturelle, on plante une paille industrielle, puis on amortit les coûts en quelques années, puis on siphonne un produit après qui est rentable d'une manière apothéotique. C'est aujourd'hui, si on veut du pétrole, la plupart de ces sites conventionnels-là sont en voie de tarissement s'ils ne sont pas déjà épuisés, puis on va vers des pratiques non conventionnelles, c'est-à-dire qu'on va chercher du pétrole à 3000 mètres sous les eaux au large du Nigeria, on va faire chauffer la terre, la boue en Alberta pour essayer de transformer cette boue-là en une sorte de pétrole abouti, lourd, polluant, et on tue au passage les cris du Rubicon, qui finissent par boire du pétrole, tellement la pollution est massive. Et quand on ne va pas le chercher dans des cailloux au Colorado qu'on fait éclater à coups de produits chimiques en envoyant de l'eau sous pression dans la terre. Bon, c'est là qu'on en est pour avoir du pétrole. Donc à un moment donné, il n'y en aura plus. Bon, et ça va changer nos pratiques alimentaires, nos pratiques de transport, nos pratiques de consommation, notre rapport aussi aux matériaux, le plastique, ainsi de suite, la pharmacologie, et le reste. Donc ça, c'est une donnée fondamentale, parce qu'elle risque fort
de modifier nos vies et de nous priver de tous ces esclaves industriels que constituent les appareils qui fonctionnent au pétrole. Et j'ajoute à cela l'électricité, parce que dans le monde, on n'est pas tous au Québec, là, dans le monde, l'électricité provient souvent de l'énergie pétrolière. Bon, on veut nous faire croire que rien ne changera tellement grâce à la transition énergétique. On veut nous faire croire qu'on va simplement changer de source et on va transiter. C'est un mythe, puisque la transition énergétique n'est pertinente que si on procède par restriction mentale. D'abord, si on pense les énergies après avoir construit les infrastructures nécessaires à leur transformation, je pense au soleil et au vent, et aussi si on a de soucis que pour le climat, comme si la question du climat résumait l'enjeu écologique. Alors il y a quand même l'eau, l'air qu'on respire, la terre, on veut dire c'est beaucoup plus complexe que juste la température du climat. On a isolé cette variable-là pour faire passer toutes sortes de techniques polluantes, sales, destructrices, comme écologiques. Bon, mais écoutez, le gros problème avec les tours éoliennes, les panneaux photovoltaïques, avec les batteries de pointe, avec les voitures électriques, avec l'informatisation de tout, c'est que toutes ces techniques-là sont extrêmement exigeantes en minerais. Bon, les terres rares notamment. Et en plus, ce sont des appareils qui ont une durée de vie très courte. Je veux dire, un panneau photovoltaïque, s'il dure 30 ans, on est chanceux. Bon, une voiture électrique, c'est le CIREG, là, les ingénieurs critiques de l'école polytechnique, là, qui disaient que pour qu'elle soit pertinente d'un point de vue écologique, il faut qu'elle ait roulé 400 000 km sans grande réparation. C'est là que, bon, parce qu'il en coûte tellement d'aller chercher les minerais. On le voit ici, on parle d'arnacher d'autres rivières, on met ça en dessous des communautés pour aller chercher du lithium, pour satisfaire des entreprises qu'on finance à coût de milliards de dollars pour qu'elles créent 3 jobs et demi. Bon, vous voyez bien là, qu'on est dans quelque chose qui n'est pas du tout pertinent. Bon, et sur un plan comptable et sur un plan écologique. Bon, on appelle ça quand même des techniques vertes. Hein. Bon, et j'aime bien cette image de Guillaume Pitron qui rappelle qu'aller chercher des terres rares, parce qu'aujourd'hui, les techniques de pointe exigent tous les éléments du tableau périodique. Hein, et encore 20, 30, 40 ans, on se servait d'une dizaine d'entre eux. Là, tout est mobilisé pour créer des alliages qui ne sont pas recyclables. Parce qu'une fois que vous avez fondu des métaux entre eux, vous n'allez pas les redécomposer après. Donc, c'est à jeter après. C'est pas recyclable. Bon. Si on a à concevoir ce que représente d'aller chercher ces minerais-là, Guillaume Pitron dit qu'il est aussi difficile de le faire que d'aller rechercher la pincée de sel qu'on a mise dans une miche de pain. Alors, imaginez quand vous faites votre mélange à pain, là, la farine c'est un petit peu comme la roche, l'eau c'est un peu comme le fer, un minerai assez abondant, la levure ça serait un peu comme le nickel, un mélange pétant, et la pincée de sel c'est des métaux rares. Donc, oublions la métaphore, de fait, ça veut dire qu'on a des mines à faible teneur, à très faible teneur, on creuse des cratères entiers qui libèrent de l'arsenic, qui libèrent un paquet de trucs qu'on aurait intérêt à garder sous terre, là, tu sais, si on est un petit peu sensé, là. On fait une sorte de grand brassage, là, et là on envoie des produits chimiques là-dedans, puis de l'eau, beaucoup d'eau, de l'eau, puis de l'eau encore, puis encore de l'eau. On n'en a pas besoin. Là. Puis, pour aller chercher l'équivalent de ce qu'on pourrait mettre sur la table de minerais qui vont valoir beaucoup pour l'industrie. Parce que c'est le temps de construire ça, puis ça, puis ça, puis tout ce qu'on a d'électronique, puis les voitures, puis l'électronique, et ça n'a pas d'avenir. Et ce que je trouve complètement fou aujourd'hui, c'est de voir les États d'ailleurs financer goulûment l'industrie qui va nous faire des voitures électriques individuelles, alors que ces minerais-là, qui ne sont pas renouvelables, là, ça ne repousse pas comme des carottes, auraient été fort plus utiles si on les avait mobilisés pour faire, je ne sais pas moi, des axes ferroviaires, un bien commun. Enfin bref, cela sonne le glas de la prétention à un virage. Et on se retrouve au fond face à un capitalisme qui a le cancer. Un capitalisme qui, au fond, produit sa propre adversité. Et qui scie sur la branche sur laquelle il est assis, mais qui nous emporte aussi dans sa chute. Bon, mais qui ne répondra pas longtemps. C'est ça
la théorie de l'effondrement des collapsologues. C'est vraiment l'idée d'un régime qui ne pourra pas tellement longtemps honorer ses prétentions et ses promesses. C'est-à-dire nous nourrir, nous loger, nous vêtir, nous divertir, ça, okay, et nous salarier, hein, pour qu'on puisse se payer tout ça. Quoi. Et ça va rompre. Et déjà, on est face à des ruptures. Hein. Il y a des bris d'approvisionnement sérieux qui commencent à se manifester. On sait que dans une ville comme Montréal, si tout d'un coup ça vient à manquer quelque part, ça peut partir d'on ne sait où. En Hong Kong, actuellement, on a la difficulté à fabriquer les puces informatiques dont le monde a besoin parce qu'il manque d'eau. On se demande, est-ce qu'on va prendre l'eau pour les puces, pour l'agriculture ou pour les gens, hein, ou l'élevage? On ne sait plus. Alors, et là, vite, l'administration Biden aux États-Unis a financé à coups de milliards de dollars l'industrie pour qu'elle réindustrialise ce secteur-là, pour qu'aux États-Unis, on fabrique ses propres puces, parce qu'on a peur, on est que ça provoque des catastrophes, parce qu'on est complètement dépendant du numérique aujourd'hui. Bon, donc on voit bien que le capitalisme est très fragile. On peut parler du canal de Suez, qui ne fournit plus pour des raisons d'assèchement. Bon, il y a énormément de points faibles. Et ce pouvoir-là est un géant au pied d'argile. Donc le capitalisme est sur le point de, très clairement, manifestement, de manquer à toutes ces promesses, lesquelles sont multipliées par la publicité dont il se rend maître. Un mot quand même là-dessus pour qu'on soit clair. Je ne voudrais pas susciter la réaction un peu lassée, à savoir qu'encore un marxiste vient nous annoncer la fin du capital. On pourrait nous dire, ah, vous les marxistes, ça fait quand même 150 ans que vous la faites, vous n'êtes pas le premier, plus vous prédisez la fin du capital, plus il est robuste, plus il est résilient, plus il est versatile, plus il est inventif. Soit, entendons-nous sur ce qu'on peut concevoir par cette expression. Partons de cela. 80% des gens, déjà, n'ont jamais, de près ou de loin, goûté à quelque avantage relatif au capitalisme. Bon. Sur la planète, là, il y a à peu près 80% des gens pour qui le capitalisme, ça veut soit rien dire, ou soit signifier la violence, les milices, l'expropriation, la spoliation, la pollution, les guerres, l'évitement fiscal et la déculturation. Bon, c'est ça, c'est pour 80% des gens sur la planète. Hein, les Congolais du Congo-Brazzaville, hein, ils ont Elf, puis Total Énergie, tour à tour, là, avec des nouveaux noms, qui puisent le pétrole sur le territoire ou au large depuis des décennies. Il y a des pénuries d'essence dans les stations-service. Vous avez des pays producteurs de café en Amérique latine où il n'y a pas de café. Bon, vous avez des Sénégalais qui ne sont pas capables de manger leur propre poisson. Bon, ils n'en voient pas la couleur. Nous, classe moyenne occidentale, là, moderne, nous faisons partie, je dirais, je les appelle comme ça, des 20% de 19% des bénéficiaires relatifs du capitalisme. Hein, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les capitalistes, c'est-à-dire l'oligarchie, le 1%, les ayants droit, les grands actionnaires, les décideurs, mais nous avons des bananes pas chères. Nous mettons de l'essence dans la voiture, nous avons accès aux babioles de plastique du Dollarama. On est chanceux. Bon, nous avons, je veux dire, nous touchons quand même, nous goûtons aux avantages du capitalisme. Bon, maintenant, quand je dis la fin du capitalisme, ça dépend pour qui. Il n'y a rien qui empêche, à un moment donné, que par obligation de contraction, le 19% de bénéficiaires passe à 17%, puis à 15%, puis à 12%. Et que nous basculions, et c'est une grande angoisse, justement, que beaucoup de gens ont, hein, de basculer comme ça dans la grande masse d'années de la Terre. Pourquoi Nestlé, tout d'un coup, ici, s'il y a une sorte de nécessité stratégique, se comporterait différemment qu'en Côte d'Ivoire? Hein, si à un moment donné, pour avoir de l'eau, une grande denrée s'il en est, hein, il faut y aller avec des méthodes un peu dures. On va corrompre le gouvernement, l'armée, la police, ainsi de suite, on va avoir l'eau. Bon, pourquoi pas? Hein, et ce que je veux dire, c'est qu'on comprend qu'à un moment donné, le capitalisme va lâcher du monde. Et en plus, il va détruire tout ce qu'il y a à détruire s'il tient absolument à perdurer.
Puis la pire chose qui pourrait arriver, c'est que les marxistes se trompent encore, puis qu'ils les déjouent encore une fois, puis qu'ils durent encore plus, mais toujours en contractant ceux qui l'exploitent et les bénéficiaires. Il n'a jamais pu exister pour le monde. Ça, c'est le grand mythe du développement qui, au milieu du 20e siècle, s'est imposé jusqu'à cette farce lamentable qui est le développement durable, qui a allié en plus l'écologie à ça, pour faire croire que le développement allait profiter à tous. Ouvrez plus grandes vos frontières, laissez-nous entrer plus massivement sur votre territoire et vous bénéficierez du développement. C'est la promesse. Bon. Où est-ce que je vais en venir avec tout ça? Pourquoi il y a trouble? Je le résumerai en une phrase. C'est quoi la question? Je n'ai pas compris. Pourquoi il y a trouble? Okay. Trouble. Pourquoi il y a trouble? Il y a trouble parce que ce que nous vivons est impensable. Je le dirais d'une autre façon, un des problèmes de l'écologie politique et de la politique en général, c'est que nous n'avons plus d'objet. Un objet en politique, vous voyez, c'est quelque chose de structurant, c'est fédérateur, c'est saisissant aussi, c'est galvanisant même. Il y a 70 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans, il y a un objet de la pensée qui pouvait nous tenir, c'était le socialisme, par exemple, ou l'indépendance du Québec, ou je ne sais trop, mais c'est un objet. C'est un objet structurant. Il n'y en a plus d'objet. Et c'est ça qui angoisse. C'est ça qui rend fou. C'est que les objets qu'on nous donne sont des objets en fait générés très souvent par des experts des sciences exactes qui font leur taf, c'est correct, font leur métier, c'est utile, mais ça ne fait pas de la politique. Je veux dire, moi, rentrer dans un Tim Hortons et dire « Hey, savez-vous, on a franchi le seuil des 350 parties par million de dioxyde de carbone, c'est un des seuils importants. » Jamais, depuis des millions d'années, l'être humain, il n'y a pas de prise. On a franchi le 1,5 degré. On ne sait pas se raconter politiquement. Nous n'avons pas d'objet. Et je dirais aussi les choses autrement. Et c'est un explique l'autre. C'est que notre situation est inouïe. Nous sommes dans une époque qui est inouïe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de pendant dans le passé qui nous permette de penser le présent. Et penser, c'est comparer. Contrairement à ce qu'on dit, la comparaison n'est pas raison, c'est absolument faux. La raison, c'est toujours la comparer. Pensez-y, dès que vous vous habillez d'une certaine façon, on vous dit « Ah, ça me fait penser à... » On est toujours en train de se faire penser à. Tout nous fait penser à. On est toujours en train de penser par rapport à quelque chose. C'est pour ça que c'est pas très difficile de concevoir, par exemple, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ou l'invasion de Gaza et de la Palestine par Israël. C'est parce qu'il y a des pendants historiques, il y a des antécédents, puis on prend appui sur le passé pour penser le présent. Donc c'est comme ça qu'on pense les événements, et qu'on se situe. Et qu'on se donne des objets aussi. On rapporte des objets, on réactualise des objets au besoin. Mais quand on est face à l'inouï, quand on se fait dire que depuis des millions d'années, jamais quelque chose n'est arrivé, comment vous vous situez par rapport à quelque chose qui ne s'est jamais produit pendant des millions d'années? Bon, il manque d'objets. Bon. Et je pense que une de nos tâches est de s'en donner. Mais c'est comme ça qu'on peut expliquer l'éco-anxiété. Et surtout l'éco-angoisse. Surtout l'éco-angoisse. Parce que c'est de ce dont nous souffrons. Qu'est-ce que c'est l'angoisse? Je vais revenir sur l'anxiété. L'angoisse, c'est une émotion qui n'est reliée à aucun objet spécifique. C'est un objet, soit en psychanalyse stricto sensu, refoulé, redoutable, mais en tout cas qui nous échappe du point de vue de la conscience. Et c'est là qu'il y a de l'angoisse. On se protège contre une menace, mais on ne sait pas la nommer. Et quand on a une bouffée d'angoisse, quand on éprouve de l'angoisse, on éprouve un trouble qui n'a pas d'objet. Bon. Et c'est pour ça que je dirais qu'on est surtout dans de l'angoisse, parce que nous sommes dans une situation où nous ne savons pas à quoi rapporter la pensée, l'action, nous ne savons pas l'articuler. C'est quand même pas le développement durable qui va nous mobiliser, là. Bon. C'est bon pour si on veut une subvention ou quelque chose comme ça, mais ça s'arrête là. Bon. Il peut y avoir de l'éco-anxiété, cela dit. Mais il faut savoir de quoi on parle. L'anxiété est un problème, effectivement, psychique, un trouble, qui a trait à un rapport excessif à un objet, ou en tout cas troublant. C'est peut-être pas excessif, c'est déjà un jugement de valeur, mais un rapport troublant à un objet. Un rapport à un objet de crainte qui est tel qu'on en est neutralisé.
Hein, l'anxiété, c'est vrai, on peut avoir l'anxiété par rapport à, par exemple, manquer des rendez-vous. Il y en a, s'ils ont un train à prendre à 10 heures, c'est cuit, ils vont passer une nuit blanche. Même s'ils mettent 4 réveils matin, ils vont juste avoir peur de rater leur rendez-vous. Ça, c'est de l'anxiété. On a peur de quelque chose. Hein, c'est ça l'anxiété. L'agoraphobie, c'est qu'on a peur d'être entouré. On sait de quoi il s'agit. C'est juste qu'on surinvestit quelque chose, ou en tout cas, cette chose-là nous impressionne au point de nous neutraliser. C'est de l'anxiété. Il peut y avoir de l'éco-anxiété. Une fois qu'on a compris ça, il peut y en avoir. Mettons que vous êtes agriculteur, et puis vous savez qu'il y a des canicules à répétition, vous pouvez être anxieuse par rapport au fait qu'il va faire chaud, et peut-être que vos récoltes seront mauvaises. Ça peut vous troubler au point de vous neutraliser. C'est de l'anxiété. C'est de l'éco-anxiété, certes. C'est bon, ça. On peut le dire dans des contextes comme celui-là. Ou si votre maison est près de la côte et vous avez comme ça des maîtres qui partent à chaque tempête, bien là, vous allez pouvoir avoir peur que votre maison y passe. C'est de l'anxiété aussi. Ça, il y a de l'éco-anxiété, c'est-à-dire quand on a peur de quelque chose de spécifique, puis ça nous prend. Et à ce moment-là, ça peut devenir un moteur, quoi. Bon. Mais l'éco-angoisse, c'est autre chose. Et c'est, je pense, que nous partageons en priorité, il me semble. J'en ferai l'hypothèse. C'est-à-dire un malaise par rapport à quelque chose qu'on arrive mal à nommer, en fait. Qu'on arrive mal à nommer et qu'on finit, au fond, par désigner de toutes sortes de façons, ou par faire ce que l'angoisse favorise beaucoup, c'est-à-dire chercher des objets de substitution. Bon, chercher des objets de substitution, c'est-à-dire que comme il n'y a pas d'objet, on va en inventer un. Alors, c'est un peu ça l'angoisse, hein, l'angoisse dans la vie un peu quotidienne, comme ça, on sait pas trop quoi penser de ce qu'on vit, alors on cherche des raisons, on s'abat sur son voisin, on râle sur je sais pas quoi, il y a un produit, une bouteille qui marche pas, l'ordinateur, bon voilà, on trouve un objet, bon. Mais là, on est dans des considérations beaucoup plus graves, là. Et je dirais que la psychanalyse peut nous aider à identifier des processus par lesquels on trouve des objets de substitution. La droite xénophobe, par exemple, me donne l'impression d'être en train de canaliser une énergie, une angoisse qui est produite par un temps, par les enjeux d'un temps, hein, l'écologie étant éminente, hein, et c'est peu dire dans ce temps-là, mais canalise cette énergie-là et la fait bifurquer vers des boucs émissaires. Et les boucs émissaires sont censés être porteurs de toute la menace du monde, hein, parce que si une personne a l'odieux d'avoir tel ou tel attribut, elle menace la civilisation. Vous voyez, c'est le même discours, si vous voulez, mais qui est transposé de façon à ce qu'on trouve l'objet. Bon, si on est critique, on peut dire que dans la gauche sociétale, il peut y avoir aussi une exacerbation de questions identitaires, hein, sur le plan des mœurs, sur le plan de l'individualité, sur le plan des attributs personnels, qui a quelque chose d'un transfert. Hein, c'est-à-dire que autant l'intersectionnalité est une théorie nécessaire et fort pertinente qui affine le regard sociologique, autant exaltée au point de devenir l'alpha et l'oméga de la pensée, devient une forme d'exaltation qui donne à penser qu'on est en train de transférer sur des sujets qui ne méritent pas, à mon sens, d'être absolutisés. Bon, ça serait ce qu'on appellera en psychanalyse une hystérie d'angoisse. Bon. Sinon, il y aurait l'hystérie de conversion, ça c'est le pire. L'hystérie de conversion, c'est quand on est face à un objet terrible qu'on n'arrive pas à voir tellement il est terrible, il nous angoisse, on n'arrive pas à le nommer. Qu'est-ce qu'on fait? On en intercepte une parcelle et on investit tout dans cette parcelle-là. Merci, Tim Hortons ne fournit plus de paille en plastique. C'est réglé. Bon, ça c'est ça l'hystérie de conversion, c'est-à-dire que c'est synecdotique si vous voulez, c'est que vous partez d'un élément partiel et vous investissez le tout dans cet élément-là et vous ne voyez plus que lui. Bon, hein, vous avez recyclé cette semaine vos 14 bouteilles de plastique, tout va bien, vous avez fait votre taf, vous surveillez un petit peu, si enfin la taxe carbone pouvait arriver, ça. Bon, voilà, et on investit des broutilles, en fait. Puis on se dit, c'est mieux que rien. Puis là, il y en a qui vont commencer à dire, mais quand même, c'est exagéré, la voiture électrique, elle n'est pas si polluante que ça. Puis si on roule 250 000 km, ben, ça sera tout de même mieux qu'une voiture conventionnelle. Mais vous voyez de quel élément de détail on parle. C'est odieux de s'acharner sur des détails comme ça quand on voit l'ampleur du désastre. Bon,
hystérie de conversion qui prend sur un plan collectif des allures conceptuelles bien déprimantes, hein, comme effectivement le développement durable, la transition énergétique, la géoingénierie, le capitalisme vert, c'est-à-dire toutes sortes de façons de penser qu'en travaillant à la marge sur des détails, sur des fragments ou sur des dimensions très spécifiques, on allait s'occuper du tout. Il y a aussi la névrose obsessionnelle, qui consiste à inverser l'amour en haine. C'est-à-dire qu'on aime le vivant parce qu'on en fait partie, mais ceux qui nous annoncent la fin du vivant nous troublent, alors on déteste ceux qui nous annoncent la fin du vivant. Alors, si vous voulez un exemple d'un névrosé obsessionnel de l'écologie, si vous êtes à Paris, allez rue Saint-Honoré, vous allez voir un grand palais qui s'appelle l'Élysée, et son principal titulaire en est un. Quand il s'attaque à un mouvement qui s'appelle le soulèvement de la Terre, et puis qui présente les écologistes, ces écologistes comme étant terroristes, et quand il envoie sa police, mais je veux dire, s'attaquer aux écologistes comme s'ils étaient une menace pour la société. On est dans un renversement là qui est aussi intelligent que de couper le fil du voyant de sa voiture lorsqu'on nous annonce que le moteur a des problèmes, en pensant à régler le problème. C'est la fameuse image de l'acharnement sur le messager plutôt que d'entendre le message. Bon. Alors, force serait de travailler non plus, là je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'aurais pu parler de ce que j'appelle l'écologie politique, l'écologie psychique. L'écologie psychique, c'est rompre avec l'idée du sujet et de l'objet, comme on l'a fait beaucoup en psychanalyse, en psychologie, l'idée qu'il y a des objets extérieurs à soi, nous on est le sujet, on les investit pour dépenser des pulsions, pour maintenir bas le taux d'excitation de l'appareil psychique, parce que c'est ça le destin des pulsions, d'être dépensées sur des objets. Alors, je vais un peu vite, mais l'idée, c'est de considérer que les objets du monde, les objets du vivant, c'est nous. C'est que nous sommes ces objets-là parce qu'ils sont la condition de notre propre survie. Donc la pulsion de moi, qui est une pulsion narcissique, finit par être solidaire du vivant parce que sans le vivant, le moi n'existe plus, il se saborde. Donc on devient en fait solidaire des objets du monde et des objets de la nature, puisque nous sommes conditionnés par eux et notre possibilité de survie est conditionnée par eux. Bon. Mais je voulais surtout dire, ici, après avoir touché le fond, je vous promets, on peut réouvrir les portes, là, on peut sortir, je suis allé au fond des choses. Alors, pour ce soir, on pourrait vraiment rajouter des monographies, et ainsi de suite. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, nous sommes dans l'ère de l'inouï. Nous sommes dans l'ère de l'inouï et nous n'avons pas d'objet que pour sortir de la pour sortir de l'anxiété, force est de se donner des objets. Forcer de se donner des objets, je dirais, de deux manières. D'une part, par l'esthétique, d'autre part, par une sorte d'imagination intellectuelle. Bon, l'esthétique, pourquoi? Nous manquons, je le disais tout à l'heure, de pendant. C'est déjà l'historien Paul Veyne qui disait ça. Comme historien, si on veut comprendre une situation, il faut quand même avoir suffisamment de culture pour être capable de la mettre en relation avec d'autres semblables, non pas pour rabattre les situations les unes sur les autres, mais qu'en comparant, on finit par comprendre ce qui est spécifique à une situation. Bon. Nous n'avons pas ces pendants-là. De sorte que lorsque nous avons à penser ce qui s'annonce écologiquement, à peu près la seule référence spontanée qu'on ait, c'est l'Apocalypse dans la Bible. Non, c'est-à-dire que, mais c'est vrai, tout le cinéma d'Hollywood nous montre un désastre absolu, une sorte de châtiment universel. Bon, mais cela nous annonce quand même une chose, c'est que pour pallier à ce manque de référence, nous avons profondément besoin des artistes, des écrivaines et des écrivains, des gens de fiction qui sont capables de combler le manque de référents historiques par des fictions qui peuvent servir d'appui. Et on peut se dire que dans la science-fiction, dans les romans d'anticipation, certains sont meilleurs que d'autres, on a des points d'appui. Où là, on peut commencer à prendre appui sur quelque chose pour penser le présent, penser le réel, ajuster une pensée. Non pas qu'il s'agisse de prophètes qui nous annoncent ce qui va se passer, mais il s'agit de textes qui ont suffisamment de précision, qui redécoupent les choses de manière suffisamment adaptée, ajustée et pertinente et convaincante pour
qu'on se dise, ah là, j'ai un point d'appui pour commencer à penser. Et nous avons profondément besoin des artistes et des écrivaines et écrivains aujourd'hui pour nous donner ces pendants-là. Et c'est important de le faire en étant capable de tenir compte de toute la complexité de la situation. C'est un petit peu ce que je reproche moi, aux écrits que je lis parfois autour de Gaïa. C'est cette idée qu'on va revenir à une sorte de culte. J'ai lu récemment Kirkpatrick Sale, que j'estime beaucoup par ailleurs, là, mais sur Gaïa, il essaie vraiment de jouer un vrai culte à cette déesse de la terre chez les Grecs. Je veux dire, il s'est quand même passé 2500 ans depuis les Grecs, puis les modernes sont rentrés dans des structurations psychologiques qui fait qu'on ne peut pas platement comme ça se donner une déesse grecque au premier degré. Là. On voit bien qu'il faut ajuster la fiction à ce que nous sommes, et c'est là où il y a un travail de création à faire, bon, d'une part. Et d'autre part, il y a la fiction, l'imagination intellectuelle, se donner des objets structurants, se donner des objets adaptés, se donner des objets de combat. Et pour ma part, je vous parle un peu de ma bouée, là, parce que j'ai, comme plein de gens, parce que je suis de ma collectivité, traversé des phases d'anxiété et d'angoisse. L'objet qui m'a permis de sortir de l'angoisse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mobiliser cette énergie-là au service d'un objet. Parce que l'angoisse, c'est comme la peur, c'est un moteur, ça devrait être un moteur. Donc sortir de l'angoisse, c'est en fait sortir l'angoisse de soi. Puis la mobiliser, c'est-à-dire canaliser cette énergie-là. C'est là en fait, le verbe sortir est très mal choisi, on sort de rien du tout. C'est simplement qu'on canalise à bon escient cette énergie-là, plutôt que de l'acheminer vers des objets qui nous maintiennent dans l'angoisse parce qu'ils ne sont pas convaincants. D'ailleurs, on a beau répéter 50 fois développement durable, on va rester angoissé parce que c'est une ânerie. Bon, c'est pas ça. Mais quand vous commencez à vous donner des objets structurants, édifiants, là, vous commencez à canaliser cette énergie-là pour la mettre au service de quelque chose. C'est tout simplement un transfert de bonne aloi, si vous voulez. Bon, et je vous dirais que pour ma part, ça a été, cela continue d'être, la notion de biorégion. La notion de biorégion, la notion de biorégion qui est une notion que je n'ai pas inventée, qui existe depuis plus de 50 ans, qui est le fait d'un États-Unien qui habitait la Nouvelle-Écosse, qui s'appelle Allen Van Euker, qui est le premier à lancer l'idée dans les années 70, et qui a été reprise surtout là, par des Californiens, là, Raymond Assman et Peter Berg, qui ont, dans le nord de la Californie même, tenté des expériences de type biorégional, jusqu'à ce qu'en Italie et en France, on reprenne la notion. Et la notion de biorégion, elle renvoie à l'idée d'un projet politique à échelle régionale, à échelle humaine, où l'écologie a les mêmes droits que le social, où la politique est intégrée complètement aux considérations du vivant. Pour le dire en une formule, la biorégion suppose une géopolitique dans laquelle le préfixe géo est aussi important que la racine politique. C'est-à-dire qu'on ne plaque pas sur la géographie des intentions politiques, nous, occidentaux modernes, mais on pense la politique à l'intérieur du champ du vivant, à l'intérieur du territoire. Et la question qu'on se pose en même temps qu'on s'organise, c'est où sont les bassins versants? Quelle est la terre qu'on occupe? De quoi elle est capable? Quelle est la faune? Quelle est la flore? Quel est le climat? Quels sont les cycles? Où est le littoral? Ainsi de suite. Et en fond, on se questionne sur le lieu qu'on habite de façon à en être une partie, tout simplement, et à en faire partie, et à intégrer dans la politique les besoins et les impératifs même du lieu qu'on habite, et en fonction de lui. Et ça suppose, au fond, trois choses. Ça suppose déjà une conception esthétique du monde, d'autres récits, d'autres imaginaires, d'autres positionnements subjectifs, nous, sujets humains, là, qui n'avons pas tous les droits sur le monde et n'avons pas le monde à notre disposition pour qu'on en fasse ce qu'on veut. Cela suppose aussi une organisation politique radicalement démocratique, qui suppose une intégration de tout sujet concerné par l'activité commune, et tout sujet incluant même les espèces. Où là, on entre dans ce que Baptiste Morisot appellerait une diplomatie,
en reprenant tout le vocabulaire un peu politique de Bruno Latour sur l'écologie, hein, où là on est dans un rapport au vivant, parce que le vivant, je veux dire, si on le tue, il nous tue à son tour. C'est pas plus compliqué que ça. On l'intègre aux décisions politiques. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer à donner des droits à une brebis, puis mieux supposer qu'elle peut avoir un avocat. C'est une niaiserie là dont je parle là. Hein, ou commencer à donner une valeur à une rivière en disant elle vaut bien 1 milliard. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas de plaquer nos considérations, mais commencer à interagir avec le vivant, étant donné son langage, quoi. C'est quand même toujours une présence, le vivant, c'est pas quelque chose qui ne parle pas, qui ne nous parle pas. Donc, interagir décemment avec lui. Et enfin, avoir un rapport double à la science, c'est-à-dire s'intéresser bien sûr à la science officielle qui a toute sa pertinence, hein, biologie, climatologie, géographie, dire tout ce qui concerne l'ornithologie, ainsi de suite, toutes ces sciences qui sont importantes, mais aussi considérer ce que j'appelle la sapience, c'est-à-dire tous les savoirs populaires dans un lieu donné qui ont leur pesant, mais qui sont écrits de telle façon ou dits de telle façon que jamais le CRSH va les reconnaître, et jamais ceux qui les produisent auront de subvention, les pauvres, ils ne connaîtront pas la joie de remplir des formulaires gouvernementaux. Et ce qui est intéressant dans ce rapport-là, c'est qu'aucune science ne prédomine. Alors qu'aujourd'hui, très clairement, ce sont les sciences exactes qui donnent le ton au discours écologique. Là, aucun discours ne prédomine. Et il y a une cohabitation des discours dans les expériences qui ont été vécues en Californie du Nord qui sont très intéressantes. Et bien sûr que cette dimension-là de la géopolitique suppose beaucoup de créativité, en même temps qu'il y a des balises. On peut pas, n'importe quoi n'est pas une biorégion, mais en même temps, toute biorégion interconnectée aux autres, suppose ses propres caractéristiques, sa créativité. Donc, c'est quelque chose à faire, évidemment, en commun. La biorégion suppose un rapport très flou aux frontières. Flou et pas. Mais c'est-à-dire un rapport où c'est la géographie elle-même, des dynamiques propres au territoire qui dictent le territoire. Alors que les frontières en géopolitique ont souvent été arbitraires. Là, je n'ai pas besoin de remonter à la conférence de Berlin 1884-85, on a établi le pourtour du Congo, Kinshasa, mais même à toute forme de découpage comme ça qui concerne souvent très peu le territoire. Hein, et là, l'idée, moi je viens d'un endroit où il est assez facile de reconnaître la dynamique biorégionale parce que c'est une petite péninsule, donc on peut vite, avec l'eau, le littoral, la frontière comme ça, géographique et culturelle, estimer que là, il y a une dynamique, quoi. Mais il y a des cercles concentriques selon ce dont on parle. Hein. Il peut y avoir des cercles très restreints s'il s'agit d'un commun. Par exemple, penser un four à pain collectif dans un village, mais là, on a un rayon assez petit. Et là, si on pense, par exemple, à l'enjeu du bois dans toute une communauté, bien là, on peut être dans quelque chose de plus large. Et à un moment donné, il peut y avoir de la diplomatie inter-biorégionale quand on est avec d'autres communautés voisines qui peuvent coopérer. Mais on n'est plus du tout dans une logique capitaliste mondialisée où on consomme les raisins de l'Afrique du Sud, les amandes de la Californie, puis le plastique de la Chine, puis je ne sais quoi. Il y a tout autre rapport qui s'instaure et qui suppose de l'inventivité. Maintenant, je voudrais qu'on conclue sur des points très importants pour qu'on ne se laisse pas sur trop d'équivoques. Les acteurs biorégionaux, d'ailleurs, ils sont les premiers à dire « Nous ne sommes pas biorégionaux ». Les intellectuels qui écrivent sur la question, le Peter Burke, Raymond Dasman, Marin Schaffner, Mathias Rouleau, Kirkpatrick Sell, Agnès Sinaï, Yves Cochet, les gens qui écrivent, ils vont dire, les premiers, c'est on ne peut pas aujourd'hui être tout seul biorégionaliste de la même manière qu'on ne peut pas être communiste tout seul, quoi. C'est aberrant de pas. Donc, c'est plus, on est encore dans de la projection. Mais je voudrais qu'on comprenne là, au moins 5 choses rapidement sur la biorégion pour savoir à quoi s'en tenir. D'abord, c'est un projet universel. C'est pas un projet du terroir, aigri, crispé, sur les racines, avec quelque chose qui a trait dans une sorte de passé garant, d'une sorte de présent où on met les gens dans des bocaux comme s'ils étaient des cornichons, puis on touche à rien, puis voilà, ils sont intacts parce que ça a toujours été comme ça. C'est pas ça le projet. Hein, l'idée, c'est de
de penser une ouverture à toutes les espèces vivantes, mais aussi un accueil. Parce que dans les biorégions, et je vais en parler à l'instant, mon deuxième point, il sera nécessaire de connaître des gens qui ont des savoir-faire quand on a évité l'industrialisation dans sa vie et qu'on n'a pas tout oublié des méthodes à petite échelle. Le deuxième point, c'est celui sur lequel j'insisterai le plus. La biorégion n'est pas un projet, c'est un impératif historique. Ce n'est pas une option parmi d'autres. On ne choisit pas le devenir biorégional, il s'impose à nous.